Bienvenue au club Le Figaro Politique, comme tous les lundis soirs et comme beaucoup de lundis soirs prochains, nous allons parler de la présidentielle. Nous nous demanderons pourquoi Jean-Luc Mélenchon déclare sa candidature maintenant. C'est le premier ou l'un des premiers qui la déclare maintenant. On se posera la question de savoir si le tandem Jordan Bardella-Marine Le Pen est aussi inoxydable que cela. Et puis, on en a beaucoup parlé, ça a fait couler beaucoup d'encre, le fameux rapport sur l'audiovisuel public. Est-ce que cet audiovisuel public va être au cœur de la campagne? Est-ce que c'est un thème qui va occuper la campagne? C'est avec les meilleurs experts de la planète, comme d'habitude, qu'on va en parler. Avec Louis Osalter, journaliste au Figaro, au service politique du Figaro, mais au Figaro en général. Aussi. Comme Bertille Bayard d'ailleurs, Figaro Économie, rédactrice en chef, mais pour toute la rédaction, avec Paul Sugy, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, tout comme notre invité extérieur, c'est comme ça qu'on dit, Benjamin Morel, professeur de droit public et qui aujourd'hui est en pleine correction de copie. C'est comme ça qu'on dit aussi. Bonjour Yves. Alors Louis, pourquoi maintenant? Mélenchon? Oui. Oh, Mélenchon, il a toujours fait ça assez à l'avance. Je me rappelle par exemple de le moment où il a créé la France Insoumise, c'était il y a 10 ans. Bien plus d'un an avant. Exactement, c'était il y a 10 ans. Donc c'était au printemps 2016, on était bien avant l'élection présidentielle de 2017. Je crois que en fait, le moment est plutôt favorable pour lui parce que l'unité de sa candidature, c'est-à-dire l'unité du clan insoumis autour de lui, contraste avec la division, le bazar qui règne dans la fameuse gauche, partout ailleurs. C'est vrai, dans beaucoup de camps politiques, mais surtout parmi ses adversaires à gauche. Parce que pendant que vous avez des gens au Parti socialiste, chez les écologistes, chez les communistes, dans des groupuscules de gauche plus ou moins identifiés, qui discutent pour savoir s'il faut une primaire, s'il ne faut pas une primaire, comment il faut désigner un candidat, combien il faut de candidats, bref, qui se perdent, qui se parlent entre eux, quelque part, Jean-Luc Mélenchon peut donner l'image d'un leader qui, c'est ce qu'il a dit hier sur TF1 en déclarant sa candidature, il a son parti, son équipe, son programme. On va le regarder. On va l'écouter. Paul, voilà. C'est carré, un peu dictatorial? C'est carré, pour arrondir un petit peu les angles du carré, Jean-Luc Mélenchon a un stratagème dont pas grand monde n'est dupe et qui consiste à solliciter le parrainage citoyen de 150 000 Français. Et donc il va lui falloir quelques mois pour... Il n'est pas obligé de cela. Non, pas obligé de le faire. Mais c'est une manière de dire, vous avez vu la photo, il y a une trentaine de personnes réunies dans une arrière-salle qui, en catimini, ont décidé que Jean-Luc serait donc le candidat. Cette image-là, évidemment, elle ne donne pas le sentiment que Jean-Luc Mélenchon a un immense assentiment populaire derrière lui. Donc il va falloir aller chercher ces parrainages citoyens. Évidemment, personne n'est dupe de ça, c'est évidemment pas une pratique institutionnelle. Je parle sous la houlette de Benjamin Morel qui me tapera sur les doigts. Si il se l'impose en fait. Il se l'impose à lui-même pour dire « je suis le candidat que les Français réclament » et donc ça va lui prendre quelques mois. L'autre chose aussi, il faut quand même bien le reconnaître, c'est que rien ne s'est passé dimanche soir. Jean-Luc Mélenchon a officialisé une candidature qui ne faisait de doute dans l'esprit de personne. Il était déjà testé comme le seul candidat possible pour la France Insoumise. Donc ça ne va rien changer du point de vue des instituts de sondage. Ça ne change rien non plus pour les partis à gauche qui, comme l'a très bien dit Louis, de toute façon, peine à s'unir, mais contre Jean-Luc Mélenchon. Donc en réalité, il a inventé un secret de polichinelle. Oui, il sera bien le candidat de la France Insoumise. Il prend plaisir, il savoure le fait d'être le candidat unique d'un parti qui a pris soin de mettre de côté, dans la plus grande tradition stalinienne des purges, tous ceux qui seraient capables de lui faire de l'ombre. Il a dit, je crois, hier soir à la télévision, qu'il était le mieux préparé. Il faut dire que tous ceux qui s'y préparaient, Clémentine Autain, Raquel Garrido, Alexis Corbière, ont été écartés. Ils ont fondé l'APRES, vous savez, alors je crois que c'est un acronyme pour la République écologique et sociale. Oui. Bon, l'APRES, ça sera après. Pour l'instant, on est dans le pendant, et pendant, c'est Mélenchon. Bertille Bayard, il est le nom de quoi? Il est le nom de la radicalité. Oui. Il est le nom de celui de la certitude de sa candidature. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui le seul dont on sait qu'il sera au premier tour de la présidentielle l'année prochaine. Oui. Voilà. Premier tour, on ne se trompe pas. Je parle du premier tour, puisque à gauche, on l'a dit, ils ne savent pas encore qui ira ou qui n'ira pas. Dans le bloc central, LR, etc., il y en a beaucoup, on ne sait pas lesquels s'effaceront éventuellement derrière la candidature d'un autre. Au RN, on sait qu'il y a une position qui est très forte, mais on ne sait pas encore si elle sera occupée par Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Donc là, il a quand même un instant de temps pendant lequel il est seul à dire « je suis là et j'irai, je serai effectivement là ». Ensuite, c'est une façon aussi probablement d'imposer des thèmes de campagne. À un moment du débat politique
où les positions de la France insoumise et leur radicalité à nouveau est clairement identifiée, typiquement sur les sujets de crise énergétique avec la proposition simple, inapplicable, mais ça n'est pas le sujet, de dire blocage des prix. Oui. Voilà, ils sont les seuls ou presque à porter ce message-là de façon aussi déterminée. Voilà, avec des positions aussi qui sont légèrement différentes des autres sur le conflit au Moyen-Orient. Là où le Bloc central et même le Rassemblement national s'inscrit un petit peu dans les pas de la politique étrangère menée par Emmanuel Macron. Est-ce qu'il fait réellement peur au monde de l'entreprise, aux entrepreneurs? Oui. Non, c'est un Beaucoup épouvantail plus absolu. que Marine Le Pen. Beaucoup plus que Marine Le Pen. C'est l'épouvantail absolu pour le monde économique. La France insoumise là-dessus, il n'y a aucun doute. Un tout petit cran en dessous, mais vraiment un tout petit cran, l'hypothèse du duel LFI-RN au deuxième tour. Ça, c'est le truc qui fait vraiment très très fort. Et on se souvient que quand ça avait été une hypothèse plausible pendant quelques semaines dans les sondages en 2017, là, on avait vu un affolement, effectivement, à la fois du monde économique, on avait un impact sur les marchés financiers en termes de taux d'intérêt, etc. On s'était dit, il y a une possibilité de duel Mélenchon-Le Pen. Et donc cette hypothèse-là, effectivement, elle fait de nouveau très très peur, avec les propositions de la France insoumise pour ce qu'on en connaît à ce stade et qui sont un peu qu'il répète souvent, donc de retournement du système économique de façon délibérée et méthodique. Il peut y croire, il a raison d'y croire. Alors, il y a deux plateaux, je dirais. Il y a l'accession au deuxième tour, et après il y a la victoire. Il a gagné le deuxième tour. L'accession au deuxième tour. Jean-Luc Mélenchon, ça reste quand même... Il serait en soi une victoire pour lui, déjà. Il serait déjà une victoire, parce que pour l'instant, il n'y est jamais arrivé. Jean-Luc Mélenchon, c'est un très bon candidat de premier tour. Parce qu'il a une machine de guerre qui est la France insoumise derrière lui. C'est une machine de guerre qui peut faire campagne. On peut discuter ensuite des différents partis politiques à gauche, mais là, vous avez une structure rangée derrière son leader avec une compétence en termes de communication politique. Souvenez-vous, la dernière fois, le meeting son et lumière avec olfactif, etc. Il y a réellement une compétence, une capacité d'action, et vous avez un candidat dont on pense que l'on veut sur le fond, mais qui est un bon candidat. Jean-Luc Mélenchon, c'est un charisme, c'est une culture, c'est une capacité à soulever les foules et à changer de logiciel. Parce qu'il y a toujours deux moments dans une campagne de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon sait qu'il a un électorat qui est un électorat plutôt abstentionniste. Cet électorat, il faut le radicaliser. Parce que si vous le radicalisez, il viendra aux urnes. Et ça vous fait un petit tapis. Ce tapis fait 10-15% dans les enquêtes d'opinion. Et une fois que vous l'avez sécurisé, vous élargissez. Vous rentrez dans une logique beaucoup plus républicaine pour tenter de jouer ensuite l'effet vote utile à gauche. Et si vous avez toute une pléthore de candidatures non mélenchonistes à gauche, qui pèsent 5 à 10%, in fine, une partie de l'électorat de gauche, c'est le pari, et il s'est déjà avéré 2 fois, une partie de l'électorat de gauche se dit, au final, il n'y a qu'une candidature de gauche qui peut atteindre le second tour, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est comme ça que la dernière fois, vous avez Anne Hidalgo qui passe en quelques mois dans les sondages de 10 à 1,7%. Parce que vous avez cet électorat qui est évidé par un effet de vote utile avec un Jean-Luc Mélenchon qui temporise. La mémoire de l'électorat, je le cite assez souvent, on a des articles en sciences politiques assez probants là-dessus, sur l'Allemagne et sur les États-Unis. La mémoire de l'électorat est de 6 mois. Donc évidemment qu'il y a eu, de la part de Jean-Luc Mélenchon, des outrances, etc. Mais si vous arrivez à vous tempérer, à vous modérer 6 mois avant une élection, le pari, c'est qu'une grande partie des électeurs ne vous en veuillent pas et viennent voter quand même pour vous. Est-ce que ça peut marcher une 3e fois ? Peut-être. En tout cas, c'est le pari de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça peut marcher pour un premier tour ? J'ai tendance à penser que oui. Est-ce que ça peut marcher pour un second tour ? Quand vous prenez les élections municipales et que vous voyez quand même la surmobilisation de l'électorat de droite, de l'électorat du centre, quand vous avez un insoumis dans la boucle, dans l'union des gauches, ça laisse à penser que probablement pas. Et pour terminer, ce qui est intéressant dans le discours de Jean-Luc Mélenchon d'hier, c'est qu'il se positionne très tôt en disant « c'est moi ou le RN ». Cet argument, il est très fort parce qu'il permet de dire... Il est déjà au deuxième tour, en fait. Il est déjà au deuxième tour. Regardez, la gauche non mélenchoniste en train de se battre pour des petits Marocains, etc. Moi, je prends la hauteur de l'histoire, je prends la responsabilité de me battre directement contre le RN. Je saute la case, on discute entre nous d'affaires d'appareil. Le revers de cet argument-là, c'est que pour l'instant, quand vous prenez les enquêtes d'opinion, le plus mauvais candidat pour battre le Rassemblement national, ça reste Jean-Luc Mélenchon. Donc il prend un vrai risque tactique en appuyant dès maintenant sur cet argument comme étant son argument de campagne. Louis,
Hier, il a fait le gentil pour parler comme Audiard. Oui, tout à fait. Hein Il lui arrive de faire le méchant. Oui, mais alors justement, ça rejoint ce que disait Benjamin. Non, mais bien sûr, il y a deux Mélenchon, et celui qu'on a vu et qu'on voit à chacune de ses déclarations de candidature, et même à chacune de ses apparitions au grand public, a été dans un journal de 20 heures, c'est un Mélenchon, en effet, qui endosse le costume de la gauche rassembleuse. Là, il s'est vraiment présenté en rassembleur. Pourquoi ? Précisément, comme le disait Benjamin, pour faire le même coup qu'en 2017 et en 2022, pour devenir le candidat de la gauche. Et en effet, en 2017, beaucoup d'électeurs de gauche se sont dit qu'il était moins ridicule de voter pour Mélenchon que de voter pour Benoît Hamon. En 2022, encore plus nombreux ont été à se dire qu'il était moins ridicule de voter Mélenchon que de voter pour Anne Hidalgo. Et les scores étaient à l'avenant. Et Jean-Luc Mélenchon a à chaque fois amélioré son score du premier tour. La vraie question, c'est est-ce que ces outrances, ces déclarations antisémites à répétition ont cette fois fait franchir un tournant à une grande partie de l'opinion. Oui. On l'a vu effectivement aux élections municipales avec ce retour de bas-compte du second tour, où dans un certain nombre de villes, la simple perspective d'une alliance avec un candidat insoumis ou de la victoire d'un candidat insoumis a entraîné une surmobilisation du camp d'en face. Et aussi de la perte en ligne chez les électeurs de gauche, certains ayant voté à gauche au premier tour, mais se sont dit au second tour, impossible de voter pour une gauche avec la France insoumise. On pourrait retrouver une réplique au niveau national de cette logique-là. Et puis, il y a ce qui tient au trait d'image personnel de Mélenchon, de ce qui est devenu son image politique et personnelle. Là, le Figaro vient de publier un baromètre de l'ambition présidentielle. L'Institut IFOP a mesuré auprès d'un échantillon représentatif le souhait de candidature et le pronostic de candidature. C'est-à-dire que les gens disent « je souhaite qu'un tel soit candidat » et « je pense qu'un tel sera candidat ou pas ». Et chez Mélenchon, c'est très intéressant parce qu'il y a un immense écart entre la faiblesse des souhaits de candidature, c'est-à-dire il y a 16% de gens qui veulent qu'il soit candidat, c'est assez faible, et la certitude de l'opinion qu'il sera bel et bien candidat, 57% de prédictions selon lesquelles, oui, il sera candidat. Ça rejoint ce que dit Berthy sur le fait que lui, en effet, au moins, on sait qu'il sera sur la ligne de départ, parce que comme il le dit lui-même, c'est carré. Il y a l'équipe, il y a le programme, il y a toute la meute, comme l'a dit un excellent livre autour de lui. Donc on a cette certitude-là, certitude qui n'existe pour aucun autre candidat. Dans le bloc central, à droite, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Gabriel Attal, on ne sait pas en fait, ils iront au bout de leur démarche. Au Rassemblement national, on ne sait pas si ce sera Jordan Bardella ou Marine Le Pen. À gauche, on sait encore moins si le Parti socialiste pourra avoir un candidat et l'identité de ce candidat. Mélenchon, Mélenchon a lui au moins cette certitude-là qu'il peut mettre sur la table un an avant, c'est que lui est sûr d'aller au bout d'une démarche de candidature. Et en 2027, c'est déjà pas mal. Oui, bien sûr. Mais en fait, quand on regarde Mélenchon et les scores qu'il a fait à la présidentielle, mais aussi qu'ils font avec son mouvement aux législatives, aux municipales, on se demande si les Français ils vivent dans un monde réel affecté par une économie qui est quand même compliquée, où ils n'arrêtent pas de se plaindre parce qu'ils ont des problèmes, mais avec les solutions partons du parti pris, mais les solutions de Jean-Luc Mélenchon, ça risque pas de s'améliorer, quoi. Non, ça c'est sûr. Je ne sais pas quel thème de campagne on aura l'année prochaine. Est-ce que ce sera un thème économique ou pas ? On aurait toutes les raisons d'avoir un grand débat économique dans la situation où nous sommes et où nous allons être dans un an probablement. Du fait de l'aggravation, ou de la dégradation plutôt de la conjoncture qui est en train de se produire aujourd'hui. À cause de la géopolitique. L'effet de la guerre en Iran. Et donc les grandes masses sont là, les 3 500 milliards de dettes sont là. La charge de la dette qui augmente et qui dépasse tous les autres budgets de l'État, la charge de la dette est là et continue d'augmenter. Le débat de fond sur le financement du modèle social français, de l'avenir du modèle social, doit être posé. À ces questions-là, on n'a pas beaucoup de réponses de la part de la France insoumise, ou des réponses qui paraissent absolument hors sol, qui visent à retirer la France de l'économie de marché en général, et en gros de tout faire, de nationaliser une bonne partie du secteur productif français. Donc à chaque fois qu'il y a un problème avec une société en particulier, on la nationalise et c'est comme ça, c'est terminé. Donc, alors que ça n'élimine évidemment aucun problème. Et puis, on fait financer tout ça par la taxe Zuckman. C'est ça. Pour faire simple. Il y a un petit parfum de 81 là-dedans, de 1981. Aujourd'hui, la LFI en particulier et une partie de la gauche renvoient tout ce qui n'est pas taxe Zuckman à l'extrême droite. C'est là-dessus que se fait un peu le clivage. Donc on aura d'un côté, grand débat, est-ce que vous êtes pour ou contre Zuckman ? Si vous êtes contre, vous êtes fasciste. Et l'autre débat qui essaye de pousser, qui est un petit peu plus difficile à installer dans le débat, j'allais dire, c'est ce que propose Thierry Breton, la règle d'or.
Donc c'est un petit peu, à mon avis, deux figures sur lesquelles peut s'articuler la confrontation des idées sur le plan économique. Maintenant, est-ce que ça va s'articuler là-dessus, alors que là, ça va être extrêmement difficile de faire des projets articulés et crédibles pour tous les candidats, étant donné la situation, ou est-ce qu'on va arriver à un débat qui va être finalement beaucoup plus binaire, beaucoup plus polarisé? C'est ce que disait Benjamin Morel, c'est-à-dire que Mélenchon s'oppose d'emblée comme le rempart à l'extrême droite, on va être front républicain contre front républicain. Et voilà, est-ce que peut faire Jean-Luc Mélenchon dans cette élection 2027 s'il arrive au deuxième tour? Bon, je ne pense pas qu'il puisse le gagner, mais s'il arrive au deuxième tour, c'est d'être ensuite, pendant le quinquennat suivant, le symbole de la lutte antifasciste pendant un quinquennat qu'occuperait le RN au pouvoir. Ouais. Et là, c'est une perspective intéressante, on va dire. Ouais. Il y a un irénisme programmatique dans ce que propose la France Insoumise qui est effectivement fascinant, qui semble, comme vous l'avez dit, déconnecté complètement de toute réalité, mais qui est rendu possible, à mon sens, par l'une des plus grandes réussites politiques de Jean-Luc Mélenchon. C'est la création de l'Institut La Boétie, sur lequel il a quasiment la main de façon absolue. Alors, pour vous expliquer, c'est un cercle de réflexion. C'est un think tank politique, c'est un think tank programmatique, puisqu'il vise notamment à faire de la prospective. Auquel il invite des... Voilà, et à mettre des idées dans le champ du débat politique grâce à la France Insoumise. C'est aussi un institut de formation pour les militants, peut-être le seul tout à fait abouti à ce jour. Beaucoup d'autres partis ont essayé, se sont cassés les dents sur ça. Comment former nos élus? La France Insoumise l'a fait, et l'a fait très brillamment, et dispose aussi d'une chance pour elle, c'est qu'une bonne partie de l'université française est disposée non seulement à donner des conférences, à donner des enseignements à l'Institut La Boétie, qui est encore une fois vraiment détenu par la France Insoumise. C'est un institut de réflexion au service d'un parti politique, mais qui en plus crée des idées au sein de ce laboratoire d'idées. Et donc c'est vrai qu'il y a une complicité évidente de la part d'une partie du système universitaire français. On parlait par exemple de l'économie. La taxe Zucman, elle est portée par l'un des plus grands noms de l'économie française, Gabriel Zucman, l'un des rares qui est connu partout à l'étranger. Il n'est pas le seul sur ce créneau. On a beaucoup d'économistes français qui sont des vedettes, qui sont spécialistes de la question des inégalités, qui ne s'intéressent plutôt à la façon dont on produit des richesses, mais qui s'intéressent à la façon dont on les répartit éventuellement et si possible en les fractionnant le plus possible. Bon, et ça c'est uniquement dans le champ économique. On sait que l'Institut La Boétie a été aussi à l'origine du concept de Nouvelle-France dans le champ identitaire, qui a accompagné toute la campagne des élections municipales, avec notamment la victoire triomphante de Bali Bagayoko à Saint-Denis. Et donc Jean-Luc Mélenchon s'appuie sur ça, avec un programme qui est un programme charpenté. Je ne dis pas qu'il est réaliste, je dis qu'il est très charpenté, très roboratif, et en disant, voyez, vous avez des grands noms, des historiens, des économistes, des sociologues, des intellectuels de tous les horizons, de tous les champs disciplinaires, qui appuient mon programme, qui l'ont même en partie créé. Et donc, il s'appuie sur ça aussi pour dire que c'est peut-être trop beau pour être vrai, mais qu'en attendant, c'est sur la table. Et c'est aussi ça la force de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon est un parti qui est vraiment à la manœuvre en termes de production d'idées, ce qui manque peut-être à certains de ses rivaux à gauche. Certainement. Et c'est pour ça que les idées de la France Insoumise irriguent en réalité une bonne part de la réflexion politique à gauche et que les autres ont beau jeu de s'en plaindre, alors qu'en fait, ils pensent avec des catégories mentales créées par les mélenchonistes. Vous avez été invité à l'Institut de la Boétie? Non, ils ne m'ont pas invité. Mais bon, pourquoi pas, hein. Moi, je dis oui à tout le monde, je suis transcourant, mais, et j'essaie d'être neutre dans le débat public, mais c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce qu'en réalité, la France Insoumise, c'est une structure mouvementiste. On dit Jean-Luc Mélenchon est maître dans sa maison. Oui, c'est vrai, comme Emmanuel Macron. C'est-à-dire un mouvement, ça fonctionne comme ça. Vous avez un chef, il n'y a pas de parti derrière parce qu'un parti... C'est gazeux derrière. Ah oui, c'était son expression. Un parti, ça casse les pieds. C'est des élus locaux qui ont leur propre intérêt, c'est des militants qui ont des états d'âme. Bref, que ce soit Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon, ils n'ont jamais voulu de ça. Ça leur donne une vraie capacité d'action, une vraie flexibilité politique, idéologique et une vraie capacité à gagner des élections. Fort bien. Et il y a une grande différence malgré tout. Emmanuel Macron, ça a été le en même temps. Quel est vraiment le logiciel macroniste? Nul ne le sait. En revanche, Jean-Luc Mélenchon a produit plusieurs systèmes idéologiques. Il a changé de système idéologique, mais à chaque fois, il y a un système idéologique. Et ça veut dire une chose, ça veut dire que demain, Jean-Luc Mélenchon peut perdre une nouvelle élection et peut lâcher la politique. Mais il restera un mélenchonisme. Idéologiquement, il y a quelque chose, il y a une structure, il y a des générations qui ont été imbibé d'une construction intellectuelle. Biberonné au mélenchonisme. Une fois, Jean-Luc Mélenchon avait dit devant l'Assemblée nationale, on lui reprochait d'être un idéologue. Il avait dit, mais oui. En fait, l'idéologie, c'est quoi? C'est jamais que le lien logique entre des idées. Et si vous n'avez pas de lien logique entre les idées que vous défendez, c'est que vous avez un problème. Cette réflexion-là, elle est très vraie. Et pour le coup, à travers l'Institut de la Boétie, à travers les discours qu'il fait, il construit quelque chose. Et derrière, il ne faut pas penser, entre guillemets, que la fin de Jean-Luc Mélenchon, ce sera la fin du mélenchonisme. Il y a toute une génération qui a été formée à ça, qui a biberonné à ça, qui a grandi politiquement avec ces idées-là et qui survivra très longtemps, je pense. Et on le voit d'ailleurs avec ses principaux collaborateurs, qui sont quand même des porte-voix
M. Bompard, Mme Guettet, Ils forment Madame, une génération. Ils forment. qui Alcat, sont oui, ces porte-voix et qui répètent Qui se renouvellent le discours. beaucoup, parce que Ouais. Paul l'a dit, il y a eu beaucoup de purges. En fait, après chaque Oui, il y a eu des candidature purges. présidentielle, il y a des purges. oui. Donc les porte-paroles que vous voyez il y a 10 ans, 5 ans, ne C'est sont plus les mêmes. Oui. plus les mêmes. Et vous voyez un rajeunissement, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, évidemment, a toujours le même âge. Enfin, plutôt son âge évolue, il a toujours la même date de naissance, on va dire. Mais autour de lui, on a des gens qui rajeunissent parce que ses compagnons de route initiaux ne sont plus les mêmes. Parce qu'après chaque présidentielle, il y a eu effectivement un renouvellement idéologique. Jean-Luc Mélenchon a à chaque fois, au moins à la marche, changé son logiciel, changé sa manière de s'adresser à l'électorat, changé sa stratégie aussi vis-à-vis du Rassemblement national, vis-à-vis du reste de la gauche, vis-à-vis du macronisme, parce qu'entre-temps, le macronisme a occupé l'espace central. Et autour de lui, à chaque fois, il y a un clan très soudé, très très soudé, mais qui est renouvelé à chaque fois. Alors ça, c'est les vieilles recettes du trotskisme que Jean-Luc Mélenchon a été, et qui consiste, un, à avoir, comme le disait Paul, la formation est fondamentale. Les gens sont formés, Jean-Luc Mélenchon lui a été formé, il considère qu'il faut former les gens, et autour de lui, il s'entoure de personnes qu'il a lui-même formées, et c'est le sens évidemment de l'Institut La Boétie. Et puis il y a la fidélité absolue au chef, à sa stratégie, à ce qu'il dit, à ce qu'il décide. Et c'est pour ça que des gens comme Alexis Corbière, qui était un des meilleurs amis politiques de Jean-Luc Mélenchon, comme Raquel Garrido, pour ne citer que, se retrouvent aujourd'hui en concurrence politique frontale avec un Jean-Luc Mélenchon et essayent de régler leur compte avec lui, parce qu'ils ont été purgés, ils font partie de cette longue liste des purgés. Jean-Luc Mélenchon, c'est comme ça qu'il a aussi assis son dispositif au sein de son propre mouvement gazeux, qui est un mouvement construit pour ses objectifs personnels, et ils sont présidentiels. Et mon petit doigt me dit que ces quelques purgés ont pas mal de nostalgie quand même. Alors, on va passer de l'autre côté du paysage politique avec un discours qui est compliqué à suivre parce que bien jusqu'au 7 juillet, on ne sait pas qui sera le candidat du Rassemblement national. Et il se trouve que sur un sujet qui est celui justement des surprofits, alors je ne sais pas si on doit dire les super-profits ou les surprofits, eh bien notamment de la compagnie Total, eh bien ils disent pas tout à fait la même chose. Écoutez plutôt. Quand vous découpez la répartition des marges et des prix entre ce qui est touché par les pétroliers, ce qui est touché par l'État, ce qui est touché par les distributeurs, il est évident que vous avez 60% de taxes. Donc si on veut constater immédiatement, évidemment qu'il faut des contrôles, et moi je soutiens le principe de contrôle notamment sur les marges, mais si on veut rendre immédiatement du pouvoir d'achat aux Français, moi c'est ce qui m'obsède et c'est ce qui m'intéresse, il faut évidemment baisser la fiscalité. Il y a 60% encore une fois du prix du pétrole qui relève de la fiscalité, donc il faut rendre cet argent aux Français, et donc moi je souhaite que Total puisse continuer à appliquer ce principe de blocage des prix pour soulager nos compatriotes. Quitte à taxer Total peut-être. Et encore une fois, ça se regardera. Je ne sais pas ce que va déposer le Parti socialiste. Nous regarderons tout cela, mais je ne crois pas que la priorité non plus dans un pays qui a 46% de prélèvements obligatoires soit encore une fois d'inventer des taxes et d'inventer des impôts. Alors il dit une chose et son contraire en quelques secondes. Et regardez maintenant ce que écrit dans un tweet sur X Madame Le Pen. Lorsqu'une entreprise comme Total Energy fait des bénéfices supplémentaires liés à une crise internationale ou une conjoncture extraordinaire, comme c'est le cas actuellement avec la guerre en Iran, il est normal qu'elle puisse contribuer à l'effort national par une taxation exceptionnelle sur les surprofits qu'elle a réalisés. C'est une mesure de justice sociale. Bertille, il faut croire qui et il faut suivre qui? Est-ce qu'ils sont aussi séparés que ça? Effectivement, je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris ce que Jordan Bardella a voulu dire. Non, mais je ne suis pas sûr que lui-même ait compris aussi. Et voilà, on va considérer que c'était l'extrême habileté, et que justement, peut-être que le but était que surtout on ne comprenne pas ce qu'il voulait dire sur le sujet. On voit bien que le RN est bien embêté avec cette histoire, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une demande de l'opinion, en tout cas de l'électorat RN, à taxer les surprofits de Total. Et en même temps, le RN a perdu des plumes dans le débat budgétaire de l'année 25 pour voter le budget 2026, quand le RN a voté 2 taxes sur les multinationales proposées par la gauche et où le RN avait voté effectivement, voilà, ce qui a permis aux opposants du RN de dire ce jour-là, vous avez voté 45 milliards d'euros de taxes supplémentaires.
alors qu'il y était des taxes dont de toute façon on savait qu'elles seraient inapplicables, etc. Le RN avait beau jeu de dire que c'était un petit peu pour le symbole plus que pour la volonté de les mettre en œuvre, mais n'empêche que ces votes-là ont laissé des traces, et notamment chez les interlocuteurs patronaux qu'ont vu Marine Le Pen et Jordan Bardella ces dernières semaines. Donc il faut se détacher un petit peu de cette image de taxeur fou qui a pu leur être accolé pendant cette période-là. Le petit pas de deux entre Marine Le Pen et Jordan Bardella est effectivement intéressant, parce que je pense que c'est une des premières fois où on voit que ça faceille un petit peu entre les deux, par rapport à ce qui a été quand même jusqu'ici un tandem assez remarquable. C'est-à-dire que je fais de l'économie, ça existe aussi en économie d'ailleurs, entre des patrons et leurs dauphins putatifs. On le voit en politique tout le temps. La capacité de quelqu'un à se construire un successeur et à ne pas lui faire de croche-patte dans la période intermédiaire. Et voilà, c'est une probabilité qui est proche de zéro dans toutes les organisations de pouvoir, quelles qu'elles soient. C'est pas propre au RN. Et donc, que ça ait tenu jusqu'ici est déjà, à mon avis, assez exceptionnel. Alors, Louis, est-ce que c'est pas un rôle de composition, en fait, et que tout va s'éclaircir le 7 juillet? C'est-à-dire que lui, d'une prudence de sioux, pas de faux pas, on ménage tout le monde, alors qu'elle, elle a sa ligne, et puis elle y va. Est-ce que c'est pas... Il y a peu d'imprudence dans la démarche de Jordan Bardella. Même le 1er mai, où le Rassemblement national a, comme d'habitude, tenu un meeting, là c'était à Mâcon, la répartition des rôles est toujours la même. Marine Le Pen donne les grandes orientations dans son discours, et Jordan Bardella ne prend pas le risque de s'éloigner des dites orientations. C'est un peu le Premier ministre et la présidente. En fait, et du moment que le partage des rôles était celui-là, et qu'il était clair, c'est-à-dire que au moment où Marine Le Pen n'était pas empêchée ou menacée d'être empêchée par une décision de justice, ce partage des rôles, il permettait à chacun d'essayer de ratisser large, y compris en allant chercher différents endroits du spectre politique. À Marine Le Pen, sa ligne traditionnelle, ni droite ni gauche, avec une partie de son électorat réel qui vient de la gauche, et notamment dans le nord du pays, notamment à Hénin-Beaumont, sa terre d'élection. Et donc, elle tenait un discours social qui s'adressait à cet électorat-là. Et Jordan Bardella, avec une étiquette plus à droite, plus libérale, venait compléter quelque part la base mariniste en allant draguer un électorat de droite traditionnelle qui hésitait à venir vers le marinisme précisément. Donc, tant que le partage des rôles était clair, quelque part, il y avait une certaine complémentarité. Tant surtout aussi que l'exercice du pouvoir dispensait de clarifier les contradictions qu'il pouvait y avoir. Même si on a vu, par exemple, après la dissolution et la campagne législative express du Rassemblement national, que quand le programme économique était ambigu, c'était compliqué de faire campagne en réalité, même en essayant de jouer les deux têtes complémentaires. La situation n'est plus celle-là. La situation, c'est qu'on a deux personnalités face à nous. On ne sait pas laquelle sera candidate. Il y en aura une d'entre elles, et on le saura le 7 juillet après la décision de justice à l'endroit de Marine Le Pen. Donc effectivement, comment dire, on ne sait pas, on peut très difficilement projeter ce que sera une campagne de Jordan Bardella comme candidat seul. Alors certes, Marine Le Pen aura sans doute un rôle de parrain ou de marraine de cette campagne. Sans doute qu'elle ne sera pas très loin, mais le vrai candidat sera lui. Or, on voit qu'en effet, il y a quelques divergences sur la ligne, et notamment la ligne économique. On voit surtout les efforts de Jordan Bardella pour se concilier les bonnes grâces du patronat, de milieu économique, mais du haut patronat, moins de la France des PME ou des artisans, que la France MEDEF, j'allais dire, qui est traditionnellement très hostile au programme économique du Rassemblement national. Jordan Bardella, depuis des années, a entrepris une opération de séduction à l'endroit de ces catégories, et derrière elle, à l'endroit de catégories électorales, de la droite un petit peu CSP+, j'allais dire, droite dont Marine Le Pen, elle, s'est toujours méfiée. Donc dans la construction des personnages, dans leur identité personnelle, dans leur rapport à l'électorat, il y a quand même quelque chose de fondamentalement différent dans la relation qu'ils ont à cet électorat de droite, qui va se poser la question du RN ou pas au moment de cette élection présidentielle. Donc ça change tout pour la campagne. Et c'est pour ça qu'on est incapable de décrire ce que sera une campagne de Jordan Bardella, d'abord parce qu'il a 30 ans, et puis ensuite pour cette raison-là, qu'il était tout le temps dans l'ombre de sa mentor, qui était Marine Le Pen. C'était elle la patronne. Ça le reste jusque-là, ça le reste jusqu'au 7 juillet, et après on verra. Benjamin, nonobstant ce qui vient d'être dit, on peut faire une campagne et remporter une élection présidentielle sans avoir le MEDEF et le CAC 40. Mitterrand, il n'avait pas le CNPF avec lui en 81. Oui, et puis vous pouvez même faire campagne sans un vrai programme en réalité. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir quelques slogans. Vous pensez à qui, là Emmanuel Macron? Beaucoup. Le programme d'Emmanuel Macron, je rappelle, en 2017, il arrive au mois de février. Il arrive extrêmement tardivement et il tient sur 20 pages. Il est relativement flou.
il faut avoir quelques slogans, il faut que vous soyez identifiés. C'est pour ça que ce qu'a dit Louis est extrêmement important, parce qu'en réalité, beaucoup plus que le contenu même du programme, eh bien, ce qui aujourd'hui sert Jordan Bardella, c'est qu'il a l'air pro-business. Au-delà même de ce qu'il dit, il incarne ça au sein du Rassemblement national, là où Marine Le Pen incarne, eu égard à tout le travail qu'elle a fait vis-à-vis des classes populaires, etc., incarne la ligne sociale. Elle n'a pas besoin de parler, de donner des mesures pour incarner cette ligne-là. Et là, dès le moment où vous devez choisir une incarnation, ça devient beaucoup plus compliqué. Tout bêtement parce que on dit le RN tient les classes populaires et il a besoin d'élargir. Sauf que ces classes populaires, elles sont en fait très abstentionnistes. Et il n'est pas certain qu'elles viennent massivement voter aux élections présidentielles. Si elles ne croient pas que le candidat RN est un bon candidat qui parle à leur imaginaire, elles n'iront peut-être pas voter ailleurs, mais elles n'iront peut-être pas voter du tout. Souvenez-vous, les dernières régionales. On prédit au RN 2, 3 régions, il n'en a aucune. Pourquoi ? Pas parce que les électeurs sont allés ailleurs, parce que les électeurs n'étaient pas là. Ils jugeaient que le parti, au final, n'était peut-être pas aussi intéressant. Et Marine Le Pen perd rarement ses nerfs, mais là, elle engueule, entre guillemets, ses électeurs entre les 2 tours en leur disant, en gros, bougez-vous. Et donc, c'est ça vraiment qui aujourd'hui, représente un risque pour Jordan Bardella. À vouloir trop aller chercher le MEDEF, le patronat, la respectabilité économique, il risque d'oublier qu'il y a quand même une partie de son électorat qui est populaire, anti-système, très abstentionniste, et qui, lorsqu'il pense que vous rentrez dans le système, eh bien, au bout du compte, se sent abandonné, et donc vous abandonne. Difficile comme équation, ça, Paul. Ouais, on vit un moment qui est particulier dans l'histoire du Front National, si on considère que le RN est l'héritier du FN, c'est que pour la première fois de sa longue histoire, ce parti parle avec 2 voix. Chaque fois que ça s'est produit dans le passé, il y a une voix qui a fini par trancher. Même du temps de Marine et de son père, et que c'était lui aux affaires, elle était derrière. Des purges mélenchonistes, mais c'est un parti qui est aussi habitué aux purges, le Front National. Et de fait, là, pour la première fois, il y a 2 voix autorisées. Et donc, on vit une forme de dialogue entre ces 2 voix qui reproduit des ambiguïtés qui, au fond, me semble-t-il, ont toujours existé depuis la fondation de ce parti. Le Front National de Jean-Marie Le Pen était un parti poujadiste et qui, surtout à ses débuts, a beaucoup insisté sur l'idée que la production de richesse était entravée par des lenteurs bureaucratiques, administratives. En gros, c'était le petit producteur de richesse de province, le petit patron, face aux fonctionnaires de Bercy. Voilà. Et ce discours-là a été en partie fondu dans une critique plus large, je dirais surtout au détour des années 90, du capitalisme globalisé, où en fait le grand méchant, c'est l'actionnaire, c'est le profiteur, c'est mondialisation. l'étranger. Voilà, une mondialisation et aussi une évolution du système économique et du capitalisme qui a été reprise à son compte par le Front National, devenu le Rassemblement national et qui finalement a toujours, au fond, dansé avec ces 2 coupables. Est-ce que c'est d'abord l'État et ses 60% de taxes que pointe Jordan Bardella ? Est-ce que ce sont d'abord ces méchants patrons de Total Energy qui vont faire de l'argent sur le dos des Français grâce à la guerre ? Et on voit au fond, derrière ces 2 tonalités, ces 2 attaques, ces 2 coupables, eh bien les 2 tentations qui ont toujours au fond existé de manière ambiguë à l'intérieur du discours économique et social du Rassemblement national. Et c'est vrai que Jordan Bardella est un homme de son temps, qui a grandi aussi avec une critique finalement de plus en plus contemporaine de l'État obèse, de plus en plus remis en cause par aussi une droite qui s'intéresse de nouveau, peut-être plus que par le passé, à la question de la maîtrise du nombre de fonctionnaires. On a vu comme ce sujet de campagne s'était déjà invité il y a 10 ans, en 2017, entre Emmanuel Macron et François Fillon. Un certain nombre de sujets, je crois qu'on en parlera par exemple de la question de la régulation de l'audiovisuel public, etc. Aujourd'hui, invite de nouveau avec le mur de la dette vers lequel la France fonce à la vitesse d'un TGV, eh bien, à se poser des questions de rationalité budgétaire. Il y a aussi tout ça derrière la critique que Jordan Bardella peut porter, et donc de nouveau l'idée que finalement un État réduit à sa portion congrue pourrait être une bonne chose pour la France, pour être générateur de richesse. C'est vrai que Marine Le Pen est sur un logiciel un peu plus ancien, cet État stratège, cet État omniscient et omnipotent qui finalement serait le seul régulateur à même de créer de la richesse dans le pays. Le patronat, alors, il y a plusieurs patronats, effectivement, mais est-ce que le regard a quand même changé ? On a le sentiment quand même qu'il a pas mal évolué par rapport au Rassemblement national depuis une vingtaine d'années. Il a pas mal évolué et le rapport au RN a pas mal évolué surtout. Je crois que la première chose à avoir en tête, c'est la dissolution en juin 2024. Le patronat là, se fait une grosse frayeur qui est de se dire on est passé à ça, d'avoir le RN à Matignon, voilà. Et on ne les connaît pas. Et maintenant, il faut les connaître. Et ça pouvait arriver dans la semaine qui suivait. Quoi. Et donc là, quand même, la réflexion sur dans quelle mesure il faut nouer des contacts et en perspective de la présidentielle de 27 avec le RN s'est posée de façon beaucoup plus nette. Le patronat, je pense, a raison de dire c'est pas nous les patrons qui allons décréter ce qui est moral ou pas de faire, sachant que les électeurs, eux,
ont clairement dit qu'à 35%, ils votaient RN, donc ce n'est pas à nous de faire un barrage républicain, et de toute façon, il serait parfaitement inefficace. Donc ils sont rentrés maintenant dans ce dialogue. Je pense pour la plupart très peu convaincus par le fond du programme RN. On a eu des échos de ce fameux dîner avec Marine Le Pen, où manifestement elle était elle leur a servi un programme et un discours qui est très étatiste et qui n'était pas franchement à tasse de thé des très grands patrons qu'elle avait devant elle ce jour-là. Jordan Bardella est en train effectivement de faire encore un peu muter, j'allais dire, ce qu'est le RN vers une forme de libéralisme au sens de la lutte contre les rentes, peut-être. Est-ce qu'il y a une façon d'aller trouver un peu une continuité entre le poujadisme des origines et la lutte contre le grand capitalisme financier. Voilà, donc il essaye de modeler quelque chose qui est parfois très proche dans ce qu'il dit des accents d'un Emmanuel Macron de 2017. Oui, c'est ça. Ouais. Je veux dire, mais ce que voient les patrons quand ils ont affaire à Jordan Bardella, ce que certains appellent, c'est le réviseur de Gogol, quoi. C'est l'homme creux. Et donc Bardella arrive à absorber, j'allais dire, les interrogations de ses interlocuteurs pour en refaire un discours qui corresponde à leurs demandes. Et donc là, devant le MEDEF, il est arrivé avec un grand truc, il a dit « Écrivez-moi mon programme de simplification ». Forcément. Voilà. Donc, il a pris le sujet qui est à la fois le plus facile, c'est le sujet qui ne coûte rien. Ouais. Il n'a pas dit « écrivez-moi la fiscalité, écrivez-moi la dépense », voilà, où là, forcément, on va se retrouver avec des problèmes. Et écrivez-moi le programme de simplification, forcément, c'est une bonne entrée en matière. Est-ce que pour autant, c'est convaincant ? À mon avis, non. Bien sûr. Alors, un troisième sujet que je vous avais promis ce soir, pardon. Excusez-moi. C'est celui de l'audiovisuel public. Comme vous le savez, il y a eu une très longue commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale, qui a duré pas loin de 6 mois, je crois, avec des débats qui ont donné lieu à pas mal de polémiques entre un rapporteur et un président de la commission d'enquête qui n'étaient pas nécessairement sur la même longueur d'onde, avec le même ton. Et cette commission d'enquête parlementaire va accoucher d'un rapport qui sera connu demain matin, c'est pour ça que je vous parlais de demain matin, et dans les grandes lignes, avec quand même pas mal de mesures comme le regroupement de certaines chaînes, la réduction évidemment des frais de fonctionnement, puisque c'est 4 milliards et ça serait 1 milliard de moins, et différentes réformes qui font couler beaucoup d'encre. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est pas tellement qu'on rentre dans le détail, mais surtout qu'on se pose la question de savoir si vraiment l'audiovisuel public, c'est un sujet qui a passionné, hein, on le voit. Est-ce que c'est un sujet qui va être au cœur de la campagne présidentielle ? Ça n'a jamais été le cas, hein, quasi. Ah, peut-être sous Giscard. Parce que Giscard a transformé l'ORTF. La libéralisation de l'ORTF, et puis plus tard les radios libres et les mutations. Et 81, excusez-moi. En fait, non, pas tant le sujet de l'audiovisuel public, ça reste un sujet quand même, quand on se penche sur le détail, ça reste un sujet assez parisien, entre guillemets, dans le sens où il faut connaître la nature de ces entreprises, de leur mission, de leur fonctionnement, pour, comme le fait le rapport d'ailleurs, le rapport à Longue fait des propositions assez précises sur le nombre de chaînes, les programmes, les commandes, le pluralisme, etc. En revanche, je crois que ce qui va être scruté, c'est la manière dont l'audiovisuel public couvre cette campagne présidentielle. Voilà. Vous voyez, c'est ça, à mon avis, c'est ça la pression qu'il y aura. Je crois qu'il y aura une pression accentuée sur les médias publics dans la façon dont ils font vivre le pluralisme d'idées en France. Parce que la commission d'enquête l'a mis en lumière, mais il n'y avait pas forcément besoin de cette commission pour le voir, en tout cas cet aspect-là. Oui, il y a un problème de pluralisme dans l'audiovisuel public, ça fait longtemps que c'est le cas. Or, le rendez-vous de 2027 va être très important électoralement. Bien sûr, c'est l'élection présidentielle, mais c'est une présidentielle de succession. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, donc on est sûr qu'il y aura un nouveau président. Et tout ce qu'on a évoqué dans la première partie de l'émission, à savoir la perspective d'un second tour éventuel entre Mélenchon et un candidat RN, la persistance ou pas de ce bloc central macroniste, la grande incertitude que crée la tripartition de la vie politique, c'est-à-dire qu'on a 3 grandes forces, 3 grandes familles politiques qui se dégagent plus ou moins, mais que 2 places au second tour. Donc ça pourrait être un vrai débat idéologique que nous n'avons pas eu, par exemple, en 2022, à cause de la guerre en Ukraine. Donc la manière dont les médias en général, l'audiovisuel public en particulier, va couvrir cette élection et faire vivre ce pluralisme et puis cette fragmentation politique qui est
inédite et avec une incertitude sur l'identité des candidats, leurs propositions, la manière dont la campagne peut être influencée par l'actualité géopolitique, par des ingérences étrangères, par les algorithmes, les réseaux sociaux, l'intervention des géants du numérique. Tout ça dessine un paysage qui sera inédit, une campagne qui sera inédite. Et dans ce contexte-là, on a besoin de garanties de pluralisme les plus fortes possibles dans le traitement qu'en fera l'audiovisuel public, bien évidemment. C'est un vrai sujet de clivage de gauche-droite, hein, l'audiovisuel public. Oui, non mais qui rencontre des préoccupations qui sont plus larges. Il y a effectivement la question du pluralisme, en fait, qui est la question de savoir si les institutions sont neutres ou si elles jouent un rôle. Évidemment, ça vient servir notamment le discours de ceux qui dénoncent l'existence d'un système. On a parlé de Jean-Luc Mélenchon, puis de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Finalement, chacun à sa manière voit ou croit voir un système politique organisé autour d'institutions culturelles, bureaucratiques, économiques éventuellement, qui font système contre lui. Et donc, ça vient renforcer cette inquiétude qu'au fond, le jeu n'est pas égal. Que l'arbitre, en réalité, a déjà fait cause pour un camp plus qu'un autre. Et la deuxième préoccupation, et j'en parlais tout à l'heure, c'est de savoir si, je crois que ça c'est une inquiétude qui est de plus en plus forte et qui va peser, pas seulement pour la question de l'audiovisuel public, mais de façon générale sur les réformes de l'État, c'est la question de savoir si à la fin j'en ai pour mon argent. Est-ce que les deniers publics sont correctement utilisés ? Est-ce que l'État est un comptable à la hauteur de la confiance que je lui fais en lui remettant une part non négligeable de mes économies. Et donc ça, je crois que c'est vraiment une question fondamentale. On a vu à quel point les débats budgétaires, les 2 derniers débats budgétaires, alors pour des raisons liées à l'instabilité politique, mais aussi parce que je crois qu'il y avait une pression démocratique de plus en plus forte sur ces questions, ont été vigoureux. Et donc, l'audiovisuel public pose une grande et grave question, c'est de savoir si, au fond, tous ces millions sont correctement utilisés ou non. Et donc ça, le détail du rapport Allon qui vient voir précisément avec la méthode qu'a caractérisé le rapporteur, peut-être aussi ses excès, mais en tout cas cette volonté de minutie dans la pratique, de dire mais peut-être ici, là, à la ligne, là, à la marge, on pourrait faire des économies, faire mieux ou pareil avec moins. Et ça, c'est une question qui importe beaucoup aux Français. C'est vrai que la ministre Catherine Pégard, ministre de la Culture, a aussi remis après la présidentielle un débat qui était en cours ces dernières années, qui était de savoir si on allait fusionner, faire une grosse holding imprenable avec tous les groupes liés à l'audiovisuel public, pour en fait, surtout, c'était un peu l'objectif inavoué de ce texte, empêcher tout démantèlement ou surtout toute privatisation. Là-dessus, le Rassemblement national revient à la charge avec cette proposition de privatisation pure et simple de l'audiovisuel public. Ça va être discuté dans la campagne, je pense. Oui, d'accord avec ça Oui, ce sera certainement un sujet de la campagne, mais j'espère que ce sera un petit sujet. Oui, parce que c'est vrai que c'est en milliards, si on calcule en milliards, c'est pas grand-chose. Voilà, il y a 3,8 milliards de dotation pour l'ensemble de l'audiovisuel public. Je ne dis pas que c'est négligeable, mais bon, dans l'échelle de nos préoccupations, c'est pas ce qui va changer la France, quoi. Non, ça ne va pas changer la France. Et donc voilà, donc on peut continuer à avoir un débat sur les boulangers le 1er mai, un débat pour savoir s'il faut utiliser les tickets resto le dimanche, et un débat sur est-ce qu'on peut faire 100 millions d'euros d'économies sur l'audiovisuel public. Mais à un moment, il faut quand même falloir qu'on s'occupe des vrais sujets du pays, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement le rapporteur a été très loin dans le détail. Moi, je suis quand même fascinée par la capacité des hommes politiques à penser qu'ils seraient de formidables dirigeants d'entreprise. Ouais. Là, c'est quelque part nier la compétence de ce qu'est un producteur de télévision, un directeur, une direction d'une entreprise d'audiovisuel, etc. Donc là, on en est à dire non, mais ce jeu-là, oui, ce jeu-là, non. Mais quel était le sujet de cette commission d'enquête ? Est-ce que c'est une question sur le pluralisme ? Est-ce que c'est une question sur l'efficacité économique ? Sur la construction d'une grille de programme ? Une fois que le législateur ou l'exécutif a donné une ligne directrice, il faut que ça s'arrête là. Je veux dire, rentrer dans le détail de tout l'ensemble des programmes et des bons jeux, est-ce que ce jeu-là est conforme à la ligne ou pas ? Moi, j'ai trouvé ça très, très étonnant. Et pareil, sur le choix des animateurs, éventuellement des sociétés de production extérieures, on n'a jamais posé la question de savoir dans quelle mesure ils faisaient des audiences qui allaient ramener de la recette publicitaire sur les horaires pendant lesquels France Télévisions peut en récolter, et qui sont plutôt au bénéfice du contribuable qui n'aura pas à boucher le trou avec l'argent public. Voilà, donc il y a ces questions-là qui me semblent avoir été posées de façon un petit peu particulière et très polarisée en tout cas. Un mot sur l'audiovisuel public, c'est pas dans la Constitution. Non, c'est pas dans la Constitution. Et si la question c'est est-ce que constitutionnellement on peut privatiser, on peut potentiellement. Mais je crois que ça recoupe en fait un débat beaucoup plus large, qui est le débat de l'espace public et de la manière dont on conçoit aujourd'hui l'information. Si vous voulez, ça va être ça, pour moi, l'un des débats, en tout cas, qu'on devrait avoir en 2027. Quelle que soit la démocratie, une démocratie, c'est pas que des institutions. Une démocratie, c'est également un état de l'espace public. Prenez la Révolution française, les institutions n'ont jamais vraiment marché.
Mais la Révolution française, c'est 5000 journaux. C'est des clubs qui s'ouvrent. C'est un espace public qui se structure. Si vous n'avez pas d'espace public fonctionnel, vous n'avez pas de démocratie fonctionnelle. Souvent, on interroge le constitutionnaliste pour savoir si la Ve République est responsable de tout. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais elle n'explique pas aujourd'hui pourquoi des États-Unis à la Pologne, du Portugal à la Finlande, il n'y a aucun État occidental qui va bien. On a un problème de structuration de l'espace public. Dans ce cadre-là, l'audiovisuel public, auquel on peut faire peut-être des reproches, est une goutte d'eau. Vous avez la question des réseaux sociaux, vous avez la question de la structuration de l'information. Si on ne se pose pas vraiment ces questions, et si on ne les résout pas, en effet, notre démocratie est demain assez malade. Et j'ai un peu peur que, à la fois, l'audiovisuel public serve de cache-misère sur les sujets économiques, mais également sur les sujets démocratiques essentiels. Merci à vous. On va passer au coup de cœur, au coup de griffe. Paul, on va commencer avec vous. Le coup de griffe. Un coup de griffe d'abord. Salé, sucré. J'en ai un peu marre de la pipolisation d'une partie de la vie politique, sous l'effet essentiellement, pour ne pas les nommer, de Gabriel Attal, qui raconte à qui veut l'entendre à grande longueur d'interview qu'il a eu une enfance très difficile, ce qui jusqu'ici m'avait échappé, mais ça va mieux en le disant. De Jordan Bardella, qui sur un air de pas y toucher, en disant non, mais ma vie privée est sacrée, c'est la dernière chose qui me reste, se débrouille pour avoir des paparazzas bien orchestrés au détour des sentiers ajaxiens qu'il parcourt pendant ses vacances, et qui ensuite, évidemment, répond bien sûr à toutes les questions qui pourront se poser là-dessus. Il y a un point commun entre Jordan Bardella et Gabriel Attal, quand on y pense, c'est qu'au fond, tous les deux doivent en quelque sorte rendre compte ou justifier la raison pour laquelle ils sont ici. Gabriel Attal est là parce que Emmanuel Macron, un beau jour, s'est dit qu'il se sortirait peut-être de la crise en lui filant Matignon. Et Jordan Bardella est ici parce que Marine Le Pen, qui se cherchait sans doute un successeur, a décidé que ça serait lui et pas un autre. Et donc chacun maintenant a besoin d'exister de manière très individuelle. Alors bien sûr, on convoque des concepts historico-politiques en disant que ça a toujours été ça, qu'une présidentielle c'est un face-à-face avec les Français, qu'il faut bien sûr y donner du sien. Moi je constate que tout le monde ne verse pas là-dedans, qu'un Édouard Philippe, qu'un Bruno Retailleau, par exemple, ont une sobriété beaucoup plus grande à l'égard de leur propre vie privée. Ça me va assez bien et paradoxalement, je crois que ça renforce leur stature d'homme d'État et qu'à trop chercher à s'exposer au prétexte qu'il faut se laisser connaître par les Français, eh bien, on risque de galvauder un peu cette image au fond et que ça n'est pas toujours très sérieux. Voilà. Écoutez ce que dit Paul Sugy. Un petit coup de cœur. C'est François Ruffin qui a été assez courageux. Il a osé parler, c'est quasiment un crime au bord politique qu'il occupe. Il a osé parler d'immigration de travail en disant, je ne sais plus la phrase exacte, mais que la France ne gagnerait pas à faire appel à des médecins algériens, tunisiens, roumains. C'était évidemment un crime idéologique impardonnable. Tout le monde s'est rué dessus autour de lui, dans ses anciens alliés mélenchonistes, et même jusqu'à Marine Tondelier, qui lui a accusé de surfer sur un thème d'extrême droite. Eh bien, n'en déplaise sans doute à Marine Tondelier, beaucoup de Français, et en l'occurrence certainement ceux qui suivent François Ruffin et que je soupçonne assez peu d'être complices de l'extrême droite, eh bien considèrent que oui, c'est un sujet et que verser vers une forme d'immigrationnisme béat par pure idéologie, eh bien ça ne va pas faire avancer beaucoup le débat. Et je crois que François Ruffin, lui, a à cœur d'ouvrir certains débats interdits à gauche. Voilà, c'est fait pour les tabous. Coup de griffe contre la gauche non mélenchoniste, justement. On a parlé de Mélenchon, il ne faut pas oublier de parler de ceux qui ont prétendu ou prétendent toujours lui faire concurrence à gauche. Mais pourquoi nous avons consacré toute une partie de l'émission à Mélenchon, candidat, c'est parce que s'il s'impose de manière si naturelle à une grande partie de l'électorat de gauche, c'est parce qu'il n'a pas de concurrence en réalité. Et que donc il y a quelque chose de pitoyable à voir le spectacle des Olivier Faure, Marine Tondelier, Maurice Vallot, Raquel Garrido, Clémentine Autain et tant d'autres, à se disputer un morceau électoral qui devient lilliputien face à l'ogre Mélenchon qui, certes, avec une organisation très pyramidale, pour ne pas dire dictatoriale, et une efficacité redoutable, arrive encore à capter, y compris des électeurs de gauche qui ne sont pas des mélenchonistes dans l'âme, mais qui se disent, mais en fait, il n'y a que ça. C'est quand même fou depuis autant d'années ne pas réussir à s'organiser, alors qu'en face, on a un candidat qui a multiplié les outrances et les provocations. Coup de cœur. Un coup de cœur pour le dernier livre de Marc Duguin. J'aime beaucoup Marc Duguin. Donc romancier qui s'intéresse beaucoup à la chose politique. Donc son dernier roman s'appelle Submersion et le personnage est un président de la République française qui est cerné par de multiples crises. Alors ça vous rappelait Emmanuel Macron, mais ce n'est pas Emmanuel Macron en réalité qui dépeint, c'est son successeur. Et surtout un président qui doit faire face à l'emprise grandissante des géants du numérique, en fait. Vous savez, de tous les acteurs du numérique, les Elon Musk, les Zuckerberg et tant d'autres, qui en fait maintenant prétendent régenter l'espace public mondial, le débat public mondial, et ont une influence qui est réelle sur le fonctionnement de la démocratie. Et on voit un président qui est comme pris comme un lapin dans les phares de la voiture,
impossible, alors qu'il est président de la République, impossibilité de contrer cette offensive. Lisez Marc Duguin, la Chambre des officiers, Ouais, la l'idée de gare. le meilleur. Bertille. Le coup de cœur aussi pour un livre politique, celui de Bruno Le Maire, parce qu'on dit, on en a un certain nombre de livres écrits par des hommes politiques ces derniers temps. Le temps d'une décision. Il était voilà. dans ce studio il n'y a pas très longtemps. Parce que c'est objectivement bien écrit. Oui, oui. Voilà. C'est une. Et la première partie, réalité. en particulier la première partie où il croque l'ensemble des grands de ce monde en quelques scénettes dont il décrit à chaque fois en quelques mots parfaitement à la fois les caractères, les rapports de force, les ambiances, les situations. C'est vraiment très très bien fait. Je lui ai dit d'ailleurs un jour, à défaut d'être président de la République, il sera peut-être prix Nobel. de littérature. Voilà. Et alors le coup de griffe pour Olivier Faure que j'ai entendu, je crois que vous y étiez. Je crois que c'était sur le plateau de, Ah oui, de BFM BFM, TV. mais bon, sur Total Energy, où il est parti sur un raccourci oiseux pour Oula. décrire le sujet des Travail des super enfants. profits non éthiques, voire totalement amoureux de Total Energy. Il est parti sur un parallèle avec le travail des enfants. Et donc je veux dire, il y a un moment, il faut garder le sens de la mesure. Voilà. Et de façon générale, le débat sur ce sujet des super profits de Total Energy, on entend une quantité de bêtises qui sont racontées par rapport à la réalité économique du secteur du pétrole, de cette entreprise. Voilà, qui sont, enfin, il y a une quantité énorme de bêtises qui sont racontées. Qui sont dites. Alors, Coup de griffe, pour un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et d'ailleurs, vous m'avez donné plusieurs fois la parole dans le Figaro pour en parler, c'est le sujet de la Corse. Ah bah oui. Un texte constitutionnel qui arrive bientôt à l'Assemblée nationale, il devrait être examiné à partir du 15 juin. Il faut bien comprendre que On en ce parle peu, texte d'ailleurs. constitutionnel, on en parle peu, mais c'est une vraie rupture conceptuelle, pas seulement sur la Corse, mais sur la manière dont on conçoit la République. Imaginez-vous qu'on veut introduire l'existence d'une communauté culturelle et linguistique dans notre Constitution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la notion de communautarisme, on l'introduirait dans la Constitution. Et même si on fait sauter la notion de communauté, la définition qu'a donnée le Conseil constitutionnel en 1991 du communautarisme, c'est le fait de donner au nom d'une identité singulière des droits singuliers. C'est ce qu'on se propose ici de constitutionnaliser, tout ça dans une forme d'indifférence générale, si vous voulez. Indifférence évidemment de l'ensemble de la classe politique, et puis de tous les candidats qui, au bout du compte, aujourd'hui, lorsque vous discutez réellement avec eux, quelques offres vous disent « Non mais vous comprenez, il y a quand même 10 000 voix à faire en plus si je ne prends pas position contre. Mais vous imaginez, il y a quelques maires qui pourraient me donner leur parrainage. Mais vous imaginez, moi j'ai un député dans mon groupe et ce député, lui, il est pour. » Et donc aujourd'hui, ce qui était inimaginable il y a ne serait-ce que 10 ans, pourrait rentrer dans la Constitution pour des petits calculs électoraux. On dit beaucoup la Constitution est mauvaise. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas une nouvelle Constitution aujourd'hui, c'est des hommes d'État. Et pour être franc, j'en vois pas beaucoup. Pour le coup de cœur, je dirais le moment un petit peu d'optimisme, il y a quand même une expérimentation en France aujourd'hui sur le cancer du pancréas. On a beaucoup de mauvaises nouvelles aujourd'hui sur l'économie. On a beaucoup de mauvaises nouvelles, je viens de le dire, sur la Constitution, les institutions, sur notre vie politique. Bref, rien ne va. Le fait qu'on ait quelques percées médicales sur des maladies qu'on croyait incurables, ça donne un peu le sourire, ça donne un peu d'espoir. Et donc, il faut aussi en parler. Voilà. La France, elle n'a peut-être pas de pétrole, mais elle fait de la recherche. Merci à vous quatre. Merci beaucoup pour vos éclairages, vos décryptages. Et puis, on se dit à lundi prochain. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne nuit maintenant. Et la semaine prochaine, on parlera très vraisemblablement encore de la présidentielle. On essaiera de varier les thèmes quand même. Ciao, bonsoir.